Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez moi. On va essayer cette première tentative de cours à distance, de vidéo cours, et nous allons le faire avec l'analyse d'un poème qui fait partie de ce mouvement de surréalisme que nous avons commencé à étudier la semaine passée. Donc je vous propose aujourd'hui ce commentaire du poème Pièce fausse d'André Breton, tiré du recueil Clair de terre de 1923. Remarque bien le titre déjà provocatoire, clair, non pas de lune, mais de terre. Avant de commencer l'explication du poème, je vous donne quelques renseignements sur André Breton, dont nous avons déjà parlé. Nous avons dit que c'est l'un des principaux animateurs du mouvement surréaliste. Vous voyez la date de naissance 1896 et sa mort de 1966. C'est quelqu'un qui... Enfin, on peut prendre une phrase pour le caractériser, une phrase tirée de ses entretiens de 1952, une volonté de subversion générale nous possédait. Donc, c'est une phrase qui synthétise efficacement le sens et le souhait du mouvement surréaliste, ou encore mieux du mouvement dadaïste d'abord. Subvertir l'ordre général, subvertir tout, subvertir la tradition, mais enfin une subversion générale, donc sans qualification précise. Et il affirme que les surréalistes étaient possédés par cette volonté de tout ravager, de tout détruire. Quelque chose sur sa vie, très rapidement. C'est un étudiant en médecine. Il est infirmier militaire à Nantes. Il doit interrompre ses études, qu'il continuera après. Et il a l'occasion de rentrer dans des centres de neuropsychiatrie. Cela l'amène en contact avec les théories de Freud. Et nous avons déjà vu, en parlant du mouvement surréaliste, que la découverte du subconscient faite par Freud est quelque chose de très important pour les surréalistes qui cherchent des dimensions nouvelles d'inspiration. Donc cette dimension, du moins qui n'est pas connue, le subconscient, est une source importante d'inspiration pour les surréalistes, et la découverte donc de Freud est pour eux à prendre en compte. Et voilà que André Breton connaît, dans ces contextes de psychiatrie, les théories de Freud. Il fréquente les milieux dadaïstes, et Tristan Tzara notamment. Nous avons vu que c'est l'inspirateur de ce mouvement qui voulait tout détruire en réaction à la violence et à la destruction de la Première Guerre mondiale. Et en 1924, il écrit avec d'autres le manifeste du surréalisme. Alors, on va dire que André Breton est quelque part le pape du surréalisme, parce que c'est celui qui décide ceux qui vont faire partie du groupe et ceux qui, par contre, ne peuvent pas y faire partie. Donc c'est quelqu'un qui a une importance, un contrôle quelque part sur ce groupe, et qui s'affirme beaucoup. Ensuite, en 1930, nous avons un second manifeste du surréalisme, et les ruptures de la part des artistes qui ont pris parti au mouvement surréaliste sont nombreuses. Alors, il y a des différentes façons de voir l'engagement politique. Certains acceptent et envisagent le communisme, d'autres non. Et par exemple, André Breton, lui, il se rapproche, il rompt avec le communisme, et il se rapproche plutôt d'une vision trotskiste. Mais alors, on ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour dire qu'il y a des ruptures dans ce mouvement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'en va aux États-Unis, il est exilé aux États-Unis, et donc quelque part il ne participe pas, pour après rentrer en 1946 à Paris. L'atmosphère intellectuelle a changé. L'existentialisme est maintenant la philosophie qui domine. Et Jean-Paul Sartre n'aura pas des mots très gentils envers les surréalistes. Donc on va voir qu'André Breton continue son entreprise surréaliste, il continue d'écrire,
il continue à produire des poèmes, mais il n'est plus l'André Breton surréaliste de l'avant-guerre, de la période entre les deux guerres mondiales. Voilà pour ce qui en est de sa vie. Maintenant, on va écouter le poème, on va aussi le lire, enfin, on va l'écouter et je vais projeter l'écriture. Parce que c'est un poème qui est important aussi du point de vue graphique. Si j'ai un problème et que je n'arrive pas à le faire, je vous prie de le suivre sur votre manuel à venir, page 252. Donc, vous prenez bien la page 252, c'est écrit ici. Alors... Excusez-moi, j'ai un problème d'audio. Alors, on reprend. Du vase en cristal de Bohême, du vase en gris, du vase en gris, du vase en... Alors, excusez-moi, non, ça ne marche pas comme je voudrais, donc je préfère vous le lire. Je préfère vous le lire parce que l'audio n'est pas bon. Alors, on va d'abord le visualiser. Alors, ok, merci. D'accord. Et voilà. Ok. Du vase en cristal de Bohême. Du vase en cri. Du vase en cri. Du vase en cristal. Du vase en cristal de Bohême. Bohême, Bohême, Bohême. Oui, Bohême. Du vase en cristal de Bobo. Du vase en cristal de Bohême. Aux bulles qu'enfant tu soufflais. Tu soufflais. Tu soufflais. Flais. Flais. Tu soufflais. Qu'enfant tu soufflais. Du vase en cristal de Bohême. Aux bulles qu'enfant tu soufflais. Tu soufflais, tu soufflais. Oui, qu'enfant tu soufflais. C'est là tout le poème. Au béfait, au béfait, au béphémère de reflet. Au béfait, au béfait, au béphémère de reflet. Voilà. Je vous encourage aussi à regarder la forme de ce poème. Et comme vous le voyez bien, ça rappelle la forme d'un vase. D'un vase justement en cristal. Alors, voyons si j'arrive à rentrer. Voilà, ok. Alors on va essayer d'analyser cette pièce qui est bien étrange, bien bizarre, bien sympathique aussi, très ironique comme vous le voyez. Alors ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que vous voyez que Guillaume Apollinaire n'est pas le seul qui a essayé de donner à la poésie un côté verbal et un côté graphique en même temps. Alors là aussi, André Breton a suivi l'enseignement d'Apollinaire. Lui aussi, il va composer ce poème qui a un côté verbal que nous avons entendu et vous avez un côté graphique, donc la forme d'un vase. On parle d'un vase et on voit un vase. On lit et on voit un vase en même temps. Ensuite, bien sûr que c'est pas très clair ce qu'il veut dire avec ce vase de cristal de Bohême. Donc il y a des répétitions, il y a à la fin, c'est une seule phrase. Et alors, si on va rechercher, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, alors on va voir que cette pièce, ce poème plutôt, a été composé en 1920 pour une pièce de théâtre dadaïste, dans laquelle Breton avait inséré ce poème. Et ensuite, il a inséré dans le recueil Clair de Terre en 1923. C'était sa phase dadaïste, donc où il voulait tout casser et tout détruire de la tradition. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Quelle est l'opération
artistique et intellectuelle qu'il va faire. Donc, pour détruire la tradition, il va reprendre un poème de sa jeunesse. C'était un poème symboliste qui s'appelait Camaïeu, qu'il avait écrit quand il était jeune, quand il était très jeune. Et le poème était le suivant. Alors voilà, je vous le... Si on reprend le poème que nous venons de lire et qu'on en tire une seule phrase, vous avez ce poème. Du vase en cristal de bohème, aux bulles qu'enfant tu soufflais, c'est là, tout le poème, aube éphémère de reflets. Donc c'était un poème qui existait déjà et que lui, André Breton, avait composé en 1914. Et il va reprendre ce même poème avec l'intention de le déconstruire, de le détruire, de le déconstruire physiquement presque, comme vous l'avez vu. Il détache les phrases, il répète des parties des phrases, et il va donner un sens complètement nouveau à ce poème. Donc c'était un poème symboliste, hein, avec une structure régulière, pas évident de comprendre ce qu'il voulait dire, mais la structure était assez évidente, avec des rimes de type AB, AB, hein. Et justement, il y avait une démarche symboliste, donc l'idée de suggérer des choses, l'élément de l'éphémère, les bulles d'un enfant qui durent très peu. Et voilà, son intention, donc, c'est de détruire cette phase de sa création poétique, cette phase de se auto-détruire quelque part, hein, de détruire son passé symboliste, traditionnel, pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et alors... nous avons un effet de reprise, de répétition et de redondance qui sont très ironiques. Hein. Vous avez vu plusieurs fois cri, cri, beau, beau, effet, effet, aube éphémère. Donc il y a des formes de répétition. Vous avez encore ces répétitions qui font penser au bégayement des enfants. C'est que les bégaiements, c'est quand les enfants font ba 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 a a, qui ne savent pas parler, et ils essayent de faire des vers, ils essayent de dire quelque chose, de bégayer, voilà, justement. Et alors là, sur le poème, plusieurs fois, là, au vers 2, vous avez du vase un cri, et là vous avez aussi une double signification de cri. Hein. Cri, ça veut dire, c'est le début du mot cristal, mais en même temps, les cris, c'est les cris. L'enfant qui crie comme ça, hein, donc c'est les cris. Donc il y a une double signification sur ça. Et vous avez bohème, bohème, bohème répété, bohème, et encore vous avez bobo. Alors encore une fois, ça fait penser au bégayement des enfants. Et encore, tu soufflais, au vers 14, 15, 16 et 17, tu soufflais, flé, flé. Hein. Alors encore à la fin, au béfé. Donc plein de répétitions qui créent un effet comique, un effet très comique où tout est un peu se répète avec une conséquence comique. Si vous voulez, alors ça veut dire que en décomposant un poème d'enfance, de jeunesse, et en le transformant dans une sorte de bégayement d'enfant, voilà qu'on crée un poème. Et ça, c'est une façon de se moquer de la tradition poétique. Hein, on en a un effet ironique, mais le résultat de cette déconstruction sur le plan de la forme, justement, est de obtenir un effet de comique et de moquerie envers la tradition poétique. Essayons de voir une signification. Hein, ça, c'était le plan de la forme. Sur le plan de la signification du contenu, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce poème? Alors, la signification du poème symboliste pourrait être paraphrasée comme nous le voyons ici. Le poème, donc la poésie en général, est une chose belle, mais fragile, comme un vase en cristal de bohème, justement. Et en même temps, elle est éphémère, comme les bulles de savon que les enfants font pour jouer. Donc quelque chose de fragile et d'éphémère. Voilà la poésie, nous sommes pleinement dans l'esthétique symboliste où la suggestion est importante, l'éphémère, la fragilité. Eh bien, nous avons ici par contre une signification, nous rajoutons à cette signification symboliste une deuxième signification, c'est la signification dadaïste, c'est-à-dire ce poème d'enfance, on le déclare une pièce fausse. Une pièce fausse est
pièce fausse, ça veut dire quand vous utilisez de l'argent, hein, une pièce d'argent pour payer, c'est une pièce fausse, elle n'est pas authentique. Et alors, la signification dadaïste consisterait en dire que le poème de l'enfance était une pièce fausse qui n'avait pas de valeur, comme toute la poésie symboliste, selon lui dadaïste, n'a pas de valeur. Donc voilà, on accuse le passé personnel de l'auteur et la tradition poétique d'être sans valeur, il faut la détruire. En plus, tout le poème n'est qu'un jeu de mots. Vous avez, comme on a vu, des répétitions, des sons qui rappellent le bégaiement des enfants. Et donc, ça veut dire qu'en poésie, on peut composer avec quoi? Avec les premières phases du langage, qui n'est même pas un langage articulé. C'est le langage de l'enfant qui commence à parler, qui essaie de parler. Avec cela, avec ce matériel enfantin, on va faire de la poésie. Voilà, on s'est profondément moqué de la création artistique et poétique, du raffinement qui a eu une importance exceptionnelle pendant toute l'histoire de la littérature. Et pourtant, bien que naïf, bien que provocatoire, bien que comique, ce jeu verbal crée du sens. Nous avons une image sonore et nous avons une image graphique qui vont créer du sens de quelque façon. Voilà pour ce qui en est de ce premier cours. Au revoir.